Alors, on est l'atelier d'architecture civile pour architecture du système ville et on travaille sur la ville productive. Start it up. Alors, architecte, c'est construire des bâtiments à la base, et c'est surtout le faire bien. Voilà. L'architecte, c'est aussi quelqu'un qui participe à construire le monde de demain et à l'élaboration des nouveaux modes de vie, mais plutôt dans la dimension bâtie et la dimension construite. C'est aussi être à l'écoute des besoins et faire la synthèse de ce qu'on nous indique comme besoin et comme opportunité. On réfléchit à savoir si on peut se saisir ou s'il faut investiguer des pistes complémentaires. C'est faire la synthèse et puis être à l'écoute des besoins des gens. Alors moi j'aime bien une définition de Ricardo Porro qui en fait c'est pas une définition de l'architecte mais plutôt de l'architecture. Il dit que l'architecture c'est la construction d'un cadre poétique à l'action de l'homme. Alors c'est un peu pompeux comme ça mais je trouve que c'est assez bien résumé. C'est une question difficile déjà parce qu'elle est très introspective, je pense. Et moi j'ai bien une réponse qui serait rétrospective justement. Je me suis rendu compte quel attachement j'avais à une maison de vacances que je fréquentais étant petit et dont je me souvenais, et dont je pouvais percevoir toutes les dimensions, les odeurs, les lumières, les sentiments de matériaux, de toucher, de tous ces étés que j'avais passés dans cette maison qui était un ancien baraquement du plan Marshall, rapatrié à la reconstruction de la France, qui me servait de maison de vacances en tant qu'enfant. Et c'est en prenant conscience de la puissance de ce qu'était l'habiter, le souvenir, l'importance qu'avaient ces sensations sur moi, que j'ai compris beaucoup de dimensions de l'architecture, mais je me suis tourné vers l'architecture pour d'autres raisons, mais il n'y a pas une émotion qui m'a guidé vers l'architecture, mais plutôt c'est certainement une des premières émotions architecturales dont j'ai pris conscience pleinement rétrospectivement, mais l'importance ou la capacité du corps à se souvenir de l'espace. Avec toutes ces dimensions du souvenir et combien une maison peut être importante, combien un lieu peut être important dans la vie des gens pour construire son intériorité et soi-même, quoi. Voilà. C'est un peu délicat de répondre. Je ne sais pas si vous voulez répondre aussi. On peut tenter une réponse. Parce que c'est différent la première émotion architecturale et puis qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu architecte. Ce qui fait qu'on devient architecte, c'est qu'on sent qu'on aime jouer avec l'espace, qu'on a une facilité à s'exprimer avec ça. Moi, ça m'est arrivé dans mes cours d'art plastique où en fait, quand je faisais un dessin, c'était nul et quand je faisais une installation, c'était super. Et la première émotion architecturale, c'est différent. C'est quand on se rend compte que l'architecture, elle est capable d'exprimer quelque chose de très fort et qu'on ressent ça. Moi, ça m'est arrivé au lycée, pareil. Dans un voyage scolaire à Berlin, on a visité le musée juif de Libeskind, le mémorial de la Shoah. Et donc, le sujet est très fort. Et l'architecture, elle n'est pas là pour une simple raison fonctionnelle, mais pour aussi exprimer quelque chose. Et là, j'ai ressenti vraiment j'ai vu à quel point l'architecture, elle pouvait véhiculer des émotions. Et ça reste un souvenir assez fort. C'est une question qui est assez dure, je trouve, parce que en tout cas, chez moi, c'est pas venu d'une émotion, c'est venu d'un long apprentissage. Les études ont été pour beaucoup, pour vraiment comprendre toutes les dimensions de l'architecture qui sont, à la base, moi je voyais ça comme un métier très technique, mais qui regroupent énormément de domaines. Et pour commencer à
à englober et à toucher un peu tout ça, c'est un processus en tout cas qui a été assez long. Il n'y a pas vraiment de moment où je me suis dit ah c'est ça, je veux faire ça, ou c'est ça l'architecture. Et voilà, donc j'ai du mal à définir. J'aurais du mal à dire qu'un moment a pu bloquer, désigner exactement ce que je voulais faire. Ouais, pour moi, c'est vraiment les études. C'est les études et rencontrer d'autres personnes et en fait s'ouvrir à tout ce monde de l'architecture qui est vraiment vaste et qui en fait a différentes pratiques et même quand on change d'une boîte à l'autre, et ben on découvre encore de nouvelles pratiques et c'est un domaine qui est sans fin et c'est ça qui est passionnant en fait. Ouais, en fait, au lycée, quand tu es au lycée, tu n'as aucun moyen vraiment de savoir exactement ce que sont ces études, parce que par exemple, tu n'as aucune matière au lycée qui correspond exactement à ça, parce que c'est précisément des choses qui sont des humanités, un peu au sens où tu as une sorte de croisement de disciplines, que ce soit la peinture, la philosophie, aussi pourquoi pas la littérature, parce qu'il y a aussi une part de travail qui est du récit. Et donc en fait, tu as beaucoup de mal à identifier ça en tant que lycéen, je pense. Et donc après, si je devais donner un conseil à un lycéen, c'est tout simplement d'aller aux journées portes ouvertes d'une école d'architecture. Parce que c'est là que tu rencontres des étudiants, des profs, et tu vois bien comment ça se passe. J'ai un souvenir aussi au collège, on avait un cours d'art plastique, on avait eu l'occasion de faire une maquette, une maison de nos rêves, un truc, je sais pas, un collège quoi. Et c'était marrant parce que moi ça m'avait un peu apparu comme une révélation, je m'étais amusé à le faire, quoi. C'était vraiment une espèce de truc transposé de mon univers de jeu d'enfant qui tout à coup devenait un peu sérieux, arrivé dans l'école. Et c'était une maquette faite avec des rouleaux de PQ, de la gouache et de l'herbe peint en vert. Mais c'était un moment important où je me suis rendu compte que ça m'était accessible de projeter quelque chose à moi dans des formes qui étaient un peu de la sculpture, mais que le prof d'art plat, lui, il appelait architecture, quoi. C'était une initiation à ça. Et c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'apprentissage de l'architecture. Je pense que c'est aussi beaucoup à voir avec l'apprentissage de la révélation à soi-même, qu'on est en capacité d'orienter les choses, de faire des choix, quoi. Et ça, c'est un apprentissage qui est guidé aussi par la construction du goût, donc par tout un tas d'émotions, un bagage que l'on agrège, qu'on accumule, mais aussi la capacité de sens critique. C'est pas uniquement une discipline qui est basée sur l'appréciation esthétique ou simplement même conceptuelle, intellectuelle. C'est aussi une discipline qui est guidée par des aspects très très pratiques de la construction, et puis du bon sens qu'ont les choses entre elles, enfin, d'un espèce d'assemblage, ce que je disais tout à l'heure sur une notion de synthèse, de être capable de capter du bon sens dans quelque chose, assemblé à autre chose, qui ensemble fabrique une proposition. Et c'est être capable d'assumer ces propositions-là qui fait partie de l'apprentissage, qui nous distingue d'une pratique uniquement déductive, normative. On est dans la création, mais on doit aussi être ouvert à la technique, à comprendre quelque chose de plus grand, qui est un univers, un paysage de contraintes, un paysage de discipline dont il faut réussir à comprendre l'essentiel pour pouvoir faire des choix éclairés, quoi. C'est dur de répondre. Alors, dans la continuité de ce que je disais tout de suite, ce qui peut être un bon conseil à quelqu'un qui se tourne vers l'architecture, un étudiant en architecture, ce serait justement de chercher à devancer les problèmes, à aller plus loin que la question qu'on lui pose et à savoir amener une réponse d'initiative personnelle, c'est-à-dire qu'il soit au-delà de la simple réponse à la question posée, qui dépasse, qui reformule la question pour parvenir à
à dépasser ce qui serait attendu comme réponse et pouvoir considérer tout un tas de conséquences qui ont attrait à la question, à la réponse, enfin, tout un tas de... Je pense que c'est avant tout, je pense que c'est avant tout cultiver une curiosité en fait, qui est important, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on fait la comparaison avec le lycée, on est dans des matières, des disciplines, et en fait, le moment d'un éveil intellectuel, de l'autonomie, c'est vraiment un moment universitaire, et c'est un moment où on doit cultiver à tout prix sa curiosité, parce que c'est un peu un des seuls moments où on a la liberté de le faire. Et en fait, en face de cette liberté, pour moi, il faut évidemment mettre de la rigueur personnelle, et pas en faire une obligation, mais que ce soit une nécessité, qu'on ressente en soi la nécessité de cette rigueur et la nécessité de cette liberté. Évidemment, c'est tout ce moment d'apprentissage de l'autonomie qui est pendant les études, mais pour moi, si je devais résumer, je dirais les deux notions clés qu'un étudiant en architecture doit avoir en tête, c'est vraiment d'un côté la rigueur et de l'autre la liberté. Il y a aussi vraiment aller au contact du réel qui nous entoure, se confronter à la réalité, marcher sur les territoires sur lesquels on doit travailler, connaître la réalité de qui intervient pour entretenir la rue, se poser la question de l'incidence d'un choix sur une filière de matériaux. Enfin, c'est ça, aller plus loin que simplement l'évidence de la question, de la réponse à la question. Enfin, c'est considérer le monde comme un engrenage, parce qu'on intervient souvent en architecture au sein d'une systémique, d'un cadre, la ville, la société, et on amène quelque chose qui a des répercussions. On dessine le cadre de vie de gens, le cadre d'expérience, mais aussi il faut comprendre toutes les incidences le plus possible, le plus loin possible, sur la manière de construire l'espace et les bâtiments eux-mêmes. Enfin, se poser des questions pour aller anticiper les besoins des gens, en fait. Parce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de formuler les besoins auprès de l'architecte. Donc, l'architecte, il doit se former à anticiper les besoins pour mieux y répondre, le plus possible, en tout cas. Peut-être un conseil qu'on pourrait donner à un étudiant en architecture, c'est dans tout ce paysage très riche de la discipline, d'aller chercher ce qui l'intéresse lui et de le cultiver. C'est hyper précieux ce temps des études où en fait on se découvre un sujet et on profite de tous les exercices qu'on nous donne pour soit pour chercher celui qui nous intéresse, soit pour l'approfondir. Et donc se faire sa propre culture et pouvoir valoriser du coup des apprentissages ou quelque chose de singulier, de personnel, et pouvoir un peu anticiper comment on a envie d'être architecte plus tard. Si on demande un lieu où on conseillerait d'aller, ou un lieu qui paraît à voir absolument, moi j'ai envie de faire voyager un petit peu. Et moi, il y a un lieu qui m'a beaucoup plu, c'est ce qu'on appelle des puits escaliers, des stepwells en Inde, qui correspondent en fait un peu à la vision que nous on a à l'agence aussi, qui correspond à en fait c'est des puits escaliers qui atteignent la nappe phréatique en se creusant dans le sol. C'est comme des sortes de pyramides inversées qui permettent aux personnes de récupérer l'eau. Et en fait, à cette époque-là, il y avait effectivement des danses, et c'était donc à la fois un lieu de culte et en même temps une infrastructure d'eau. Et nous, ça nous plaît beaucoup parce que ça permet vraiment de se dire qu'une infrastructure peut être un monument, qu'on peut donner du sens à la question des ressources, et que ça peut être aussi transcrit dans une forme architecturale qui est très belle, qui est à la fois très géométrique et en même temps très poétique. Et ces stepwells, il y en a beaucoup en Inde qui existent. Ils sont un peu abandonnés. Et en fait, ils procurent justement une émotion architecturale assez forte, parce qu'en fait, c'est des bâtiments inversés, c'est-à-dire que c'est des bâtiments qui sont
qui en fait n'apparaissent pas, mais qui sont plutôt creusés dans le sol. Et c'est très étonnant en fait pour un architecte de découvrir un bâtiment qui n'a en principe pas de façade, mais qui a plutôt une intériorité par le creusement dans la terre. Voilà, c'est les stepwells, c'est les choses qu'on peut voir principalement dans le Gujarat, à côté du Pakistan. Moi, j'avais envie de recommander aussi, quand tu nous interroges sur un lieu ou un bâtiment à voir, c'est une curiosité, la fondation Albert Kahn, qui en fait présente les archives du monde. C'est un reportage des premières photographies couleur au début du XXe siècle, qui ont été prises par des reporters envoyés par ce banquier, Albert Kahn, richissime, mais qui a soutenu l'invention de la photographie couleur avec les frères Lumière, et qui a envoyé des émissaires reporters dans tout le monde entier pour capter le monde au virage de ces changements qu'était l'industrialisation. Et on voyait bien le monde changer radicalement et rapidement. Et cette collection de photographies des 4 coins du monde capturées en couleur est tellement surprenant par sa réalité, sa présence, son objectivité, par le fait que les clichés sont les témoins d'une réalité perdue, passée, mais où on découvre le paysage avant les transformations du XXe siècle. On découvre le paysage du monde avant l'industrialisation du bâtiment, avant l'accélération des flux de transport, l'invention de tous les paysages contemporains de la ville, tels que et ces paysages sont les témoins dans un mode d'expression très très poétique, qui est la photographie couleur, mais ce sont des témoins qui en fait restituent le monde tel qu'il était avant le passage des hommes à coups de pelleteuse et de grands chambardements, quoi. Et c'est un témoignage, je trouve, qui est très puissant et qui est simplement un cliché photographique, enfin plusieurs clichés photographiques, mais et ça donne la conscience de ce qui est à préserver dans la question du cadre de vie. Parce que c'est le témoin, c'est un marqueur indéniable des changements qui ont marqué le monde et qui nous encouragent à concevoir cette temporalité du paysage, de comment il a évolué. Et aussi, c'est un geste très simple qui est un cliché, mais qui acquiert une force parce que tout évolue et ça fige ça fige le monde. Et d'une certaine manière, il y a une analogie avec l'architecture qui, à un moment donné, capture, peut-être fige une portion du monde parce qu'on construit et qu'on construit pour que souvent les choses durent le plus possible, en tout cas. Et donc on s'inscrit dans ce temps long, et donc découvrir cette collection de photographies, ça donne un questionnement intéressant sur l'importance du paysage, du cadre de vie. C'est assez surprenant. Alors d'abord, nous, avant de défendre quelque chose, en fait, on a tout simplement un sujet de travail. Donc en fait, civil, ça s'appelle civil parce que ça s'appelle architecture du système ville. Et en fait, on travaille sur la ville productive. Et on travaille aussi donc à faire place à la production, à la question des circuits courts, de la distribution dans les villes. Et donc en fait, c'est notre thème de travail avant d'être un cheval de bataille particulier. C'est juste qu'on a choisi de travailler sur un thème en particulier, de creuser justement ce sujet. C'est un sujet qui est relativement peu exploré encore par les architectes. Il y a un déficit de connaissances et on travaille beaucoup à créer de la connaissance, et on a mis en place une dynamique de recherche à l'agence. Donc une recherche, c'est-à-dire on va essayer d'aller un peu aux archives, de faire des entretiens avec des gens qui connaissent le sujet, de visiter beaucoup de bâtiments qui existent. Tout ça pour essayer, nous, de proposer les solutions les plus pertinentes possibles.
et de les faire un peu, de les faire un peu émerger, ces solutions. Et puis ça nous permet dans un second temps d'aller voir les maîtres d'ouvrage plus tôt, un peu plus à l'amont, en leur proposant des solutions et du coup plus tôt que dans le contexte habituel, d'intervenir et de pouvoir co-construire les cahiers des charges, de pouvoir participer à la programmation des bâtiments et du coup de mettre en place un petit peu tout le système qui va permettre aux solutions pertinentes que nous on imagine d'advenir. Et c'est donc le processus de recherche, il est très ancré à l'agence et il n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire qu'on va aussi faire émerger des questions à travers les projets plus opérationnels. On est dans un aller-retour un petit peu incessant entre des réflexions qu'on va mener comme ça hors commande et puis des réflexions qui vont émerger des contextes opérationnels et les deux en fait se complètent très bien et s'enrichissent mutuellement. Et puis une fois qu'on réussit à accéder à la commande, et ben, on va défendre une qualité architecturale tout au long du projet, hein, que ce soit dans la conception des espaces et jusqu'au détail. Hein, donc on va vraiment accompagner la commande et le maître d'ouvrage jusqu'au bout, sans transiger sur les ambitions architecturales, environnementales, la qualité des matériaux et la pérennité, pour voir même après la livraison du projet. Voilà. Non, je trouve que on a dit ce qu'on défend. En fait, c'est qu'on a été à l'origine, on a été construit autour du thème, comme l'a dit Damien, de la ville productive, comme quelque chose qu'il était nécessaire de faire advenir, quoi. En ce sens, on milite un peu. C'est-à-dire qu'on a la conviction qu'il faut réhabiliter un équilibre qui est perdu dans la ville par le fonctionnalisme, où on a, par efficacité, on a séparé les choses, et on pense qu'il est aujourd'hui très nécessaire de réunir au sein d'un organisme qui serait plus multiple, mais mixte, travailler dans une espèce d'entité plus solidaire. Il faut recomposer une ville moins segmentée, séparée par fonction. Nous, on milite pour la ville productive qui, en fait, en somme, réunie au sein d'un même espace, avec des dispositifs de conciliation, par des formes urbaines qui permettent cette proximité, réunir des organes qu'on avait habituellement rejetés aux confins de la ville. Nous, on appelle ça un peu les coulisses, et les rapprocher des espaces qui sont la vraie scène où se passe la ville, les choses, et qu'on puisse fabriquer cette ville productive qui est réunir ces fonctions et en fait évacuer la notion de relégation territoriale au niveau des aspects fonctionnels de la ville. Ça nous emmène sur tous les terrains de ce qu'est la ville comme cadre de vie, c'est-à-dire qu'on affronte aussi bien les questions de l'habitat que les questions des fonctions matérielles, des supports du fonctionnement de la ville, de cette question de logistique, déchets, marchandises, eau, assainissement. On essaie de réunir ça autant d'un même thème et on milite pour que que les conceptions évoluent, pour arrêter de penser en silo, mais plutôt réunir les contraintes au sein de projets cohérents, travailler en association, en synergie, en péréquation, au lieu de séparer pour plus facilement administrer, quoi. Donc on milite vraiment pour quelque chose de plus, une vision plus complexe de la ville finalement, mais très simplement. Nous, on essaye d'être capable de comprendre les besoins plus profondément, c'est-à-dire de comprendre véritablement les raisons qui ont poussé certaines fonctions de la ville à être évacuées, par exemple, vers la périphérie. On part aussi donc, pour avoir une capacité de proposition, être force de proposition, pour justement pouvoir aller chercher dans ces cas de figure assez complexes que sont les tissus urbains constitués, avec des valeurs foncières assez hautes, et puis avec des partages d'espace, avec des stratégies de gestion différenciées, enfin tout est assez compliqué. Mais on essaie de comprendre ça le plus possible pour soutenir des propositions qui en fait tirent profit de chaque opportunité. Parce que nous, on est justement capable, les architectes, peut-être
de découvrir les opportunités parmi une somme de contraintes qui, a priori, si on s'en réfère à la question très simple de départ, ne rendent pas possible le projet, ne rendent pas réalisable. Donc, nous, on s'intéresse à redécouvrir les marges de manœuvre au sein des villes. On a travaillé sur relocaliser un bâtiment, un entrepôt, sous le tablier du pont du périphérique, sur une parcelle qui n'en est pas une, puisque c'est l'espace public qui a été dédié au projet pour un temps limité, après quoi, à la fin de ce temps identifié, le bâtiment doit partir. Donc on a travaillé sur comment est-ce qu'on peut appréhender l'idée à l'origine que le bâtiment, c'est pas un bâtiment pérenne, mais il a une obsolescence programmée et il est prévu, on anticipe sa fin de vie pour le déplacer ailleurs ou le déconstruire, le revaloriser pour pièces, diverses stratégies. On essaie de travailler sur ces opportunités-là. On a travaillé aussi sur positionner une fonction d'entrepôt et de station-service multi-énergie devant la Maison de la Radio dans le 16e arrondissement, dans un paysage de contraintes très fortes liées à la présence de la Seine et ses crues. Et ça, on a appréhendé les règlements assez loin pour découvrir la possibilité de positionner un programme ici, un programme d'envergure, puisqu'il s'agit de logistique urbaine, et puis un programme potentiellement avec un risque qui doit être maîtrisé par la technique. Mais quand on travaille avec une station de distribution d'hydrogène, avec une production d'hydrogène en site urbain, ça fait partie de la gestion du risque. L'appréciation du risque, comme l'appréciation des contraintes réglementaires, fait partie de nos compétences, en fait. Et donc, c'est avec ces forces, ces arguments-là, que l'on vient essayer de découvrir les opportunités disponibles dans la ville pour retrouver cet équilibre. Parce qu'en fait, on pourrait simplement dire que notre champ d'action, c'est rééquiper la ville constituée de ce dont il lui manque pour affronter les défis de la transition écologique, des changements des modes de vie, de consommation. On parle par exemple des entrepôts de logistique urbaine, alors qu'il n'y a plus de place en ville, à Paris par exemple. Donc réussir à rééquiper la ville. Et puis faire évoluer les territoires du périurbain sur lesquels on avait relégué des fonctions servantes de la ville-centre historiquement et qui aujourd'hui sont rejoints par la ville. Et on essaye de maintenir la fonction productive qui avait élu domicile et de faire muter ces espaces-là en véritables villes et en préservant au maximum, mais c'est un phénomène qui est encore largement à l'œuvre, le report plus loin de ces fonctions-là sur des terres agricoles qui sont urbanisées. Aujourd'hui, on continue ce phénomène-là et nous, c'est là-dessus qu'on milite. C'est au lieu de faire sortir ces fonctions-là de la ville toujours plus loin, on dit arrêtons l'expansion, travaillons sur équilibrer des équations en projetant de l'intervention des architectes de la synthèse pour identifier des espaces disponibles et des contraintes, comment lever les contraintes, quoi. En fait, en face de l'argument économique dont tu parles, qui est un argument économique à l'échelle de l'entreprise, il y a d'autres arguments économiques pour le territoire. C'est un atout économique d'avoir de la production sur un territoire. Et il y a d'autres arguments qui sont des arguments sociaux, de mixité, de distance entre mon domicile et mon travail, et puis des arguments de plus en plus forts qui sont des arguments écologiques, de lutte contre l'étalement urbain, de réduction des distances, de circuits courts. Et tous ces arguments font qu'aujourd'hui, les gens essayent de trouver des solutions pour répondre aux enjeux légitimes d'une entreprise qui ne peut pas payer un loyer indécent en centre-ville. C'est logique. Mais c'est des montages à imaginer, des opportunités dont parlait Achille, qu'il faut soulever. C'est pour ça que ça demande aussi beaucoup de recherche, parce qu'on n'a pas toujours les solutions. Oui, et après, il y a un dernier sujet qui est effectivement l'incompatibilité. Il existe effectivement des usines ou des lieux de production qui sont incompatibles, mais dans la grande majorité des cas, je te donne un exemple, c'est ce qu'on appelle les Céveso, des choses qui sont dangereuses, des choses qui explosent et tout ça. Évidemment, l'usine Lubrizol à Rouen est un bon exemple, mais... Et puis, il y a aussi l'évolution de l'industrie qui est de plus en plus forte.
Ouais, après, on a du mal à être synthétique. Mais c'est vrai que donc, il y a l'usine Lubrizol, par exemple, à Rouen. Effectivement, ça, c'est incompatible. Mais après, effectivement, il y a toute une série de productions qui peuvent revenir dans des places beaucoup plus petites, qui se miniaturisent, qui peuvent tout à fait être compatibles avec la ville en termes de bruit, en termes même de place. Et donc, toutes ces petites productions, toutes ces productions-là, je prends par exemple aujourd'hui de plus en plus les brasseurs ou les microbrasseries qui s'installent, etc., notamment l'alimentation en lien avec les consommateurs. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de productions qui sont compatibles avec la ville. Il y en a très peu finalement qui ne sont pas compatibles. Donc, en fait, nous, notre travail, c'est aussi d'identifier lesquelles sont compatibles et comment elles le sont, et de pouvoir leur trouver une place dans la ville. Donc, c'est vraiment ça, c'est de la programmation. Mais après, c'est aussi évidemment de la transcription dans des projets architecturaux de microbrasseries, de microproductions, de petites logistiques urbaines avec des vélos, des triporteurs et tout ça. Et tout ça est très diversifié et peu connu finalement des architectes. Et nous, c'est un peu ce champ-là qu'on essaie de débroussailler. Et c'est des nouveaux usages qui retrouvent leur place en ville, justement, dans des espaces plus contraints. Et aussi, je pense, au sous-sol sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, qui sont des espaces, les espaces de parking à Paris, qui peuvent être réutilisés pour intégrer ce type de fonction, que ce soit productive ou logistique. Ouais, c'est des capacités disponibles qui sont à exploiter pour réinstaller ces fonctions qu'on avait extra-territorialisées et qu'on peut remettre à proximité des usagers effectifs de ces services, enfin, en fait, on met des mots compliqués qui sont sur des choses très simples, quoi, hein. Recevoir un colis, effectivement boire une bière locale, c'était un bon exemple, quoi. Mais aussi faire réparer un petit électronique, faire fabriquer des vêtements. Aujourd'hui, il y a une mécanisation qui est automatisée et qui permet de rationaliser les chaînes de production pour avoir moins de pertes, le transport coûte de plus en plus cher. Donc, et puis la dépendance, l'actualité, c'est aussi la dépendance à l'extérieur, subir l'incidence des embouteillages de production à l'échelle mondiale. On est quand même dans un monde qui est quand même, quand on parlait tout à l'heure d'Albert Kahn et de ses photos de cavaliers mongols dans la steppe, là on est confronté au même endroit. Là-bas maintenant il y a une usine de production de chaussettes, quoi. Et, c'est étonnant. Donc on est dans un monde qui change énormément et la ville, elle doit elle doit assumer. Aujourd'hui, les villes sont extrêmement dépendantes. Elles produisent que 3% de ce qu'elles consomment en moyenne en France. Tout est importé depuis très loin et c'est un déséquilibre environnemental et social, comme on l'a un peu dit là, qui est pas soutenable en fait. Donc on est confronté à des contradictions qui étaient souvent du confort. Quand on a parlé du zoning, de l'urbanisme fonctionnel qui a eu tendance à séparer les fonctions, c'était aussi par commodité pour les rendre plus efficaces. Mais aujourd'hui, l'efficacité est très relative. Quand on parle de la mobilité par des voies rapides, on est congestionné en Île-de-France. Quand on parle de la pertinence de faire des quartiers dédiés aux habitations, quand ils sont éloignés de l'emploi, on connaît les dérives que ça peut engendrer. Donc en réalité, il y a des contradictions auxquelles la société doit faire face. Et c'est là qu'il y a un champ de prospective, d'expérimentation pour les architectes, pour aller soulever ces contradictions et tenter de les résoudre, tenter d'y apporter des réponses. Et ça, c'est un champ d'exploration qui est très intéressant, mais qui est très engageant pour les architectes aussi, parce que effectivement, quand on indique qu'un sous-sol peut être disponible pour accueillir du stock, pour accueillir de la logistique, du stock de données, du stock de marchandises, en réalité, beaucoup de fois, quand on parle de stations énergie aussi, de distribution de carburant pour les villes, des carburants de l'après-pétrole, on ne parle pas que de l'électricité, il y a du gaz, il y a de l'hydrogène. C'est en réalité la question du risque et de l'appréciation du risque qui est en jeu, parce que bien entendu, mettre une usine à l'extérieur de la ville sous l'argumentaire de la sécurité, c'est le bon sens absolu, mais quelles sont les externalités négatives à ce choix? Quelles sont les incidences de déplacer l'usine
à 2 heures de route en goûtant les embouteillages pour tous les ouvriers, en dehors de toute urbanisation, c'est-à-dire que l'usine, une fois désaffectée, elle n'a aucune chance d'être réhabilitée à un autre usage. C'est pas comme ces cathédrales de l'industrie qu'on a connues à la seconde révolution industrielle, qui étaient faites autour des quartiers d'habitation et donc qui ont été réabsorbées, transformées en lieux culturels souvent ou en d'autres usages. Là, on est en train de fabriquer des boîtes à savon en 5e couronne parisienne, et c'est des objets qui sont légués à la postérité, qui sont des énormes faillites garanties. Les entrepôts qui font la taille de dizaines de terrains de foot, qui sont sur les terres agricoles. Et donc la question de revenir avec ces fonctions dans la ville, c'est très engageant sur le plan de la question de la sécurité, de la fonctionnalité. On doit tordre les process industriels, tordre les process logistiques pour les adapter à des contraintes qui sont très fortes. Et c'est là-dessus que l'architecte, il a un nouveau terrain de jeu et sur lequel nous, on s'amuse énormément. En fait, on s'épanouit beaucoup parce qu'on se sent d'une utilité folle à détecter des opportunités et à fabriquer la synthèse avec des réglementations. Oui, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit clairement, c'est que en fait, on remet pas la production de la même manière dans la ville. Donc, il y a des nouvelles formes d'immobilier à inventer et c'est hyper riche comme recherche. C'est hyper intéressant. Et c'est là-dessus qu'on s'amuse. Un projet qu'on pourrait présenter, c'est le projet qu'on a réalisé à la Porte de Pantin, dans le 19e arrondissement. C'est un entrepôt logistique qui est sous le tablier du boulevard périphérique, et donc qui est, on en a rapidement parlé tout à l'heure, qui est un entrepôt qui a la caractéristique de se situer donc à une porte de Paris, et donc ainsi de stopper les marchandises amenées par des véhicules importants, des camions poids lourds, qui s'arrêtent ici et repartiront sur le boulevard périphérique, et de manière à ce qu'il y ait une flotte de véhicules de plus petit gabarit qui ne quittent jamais le bâtiment et réalisent des tournées répétées en revenant se ravitailler au bâtiment. Du coup, ils ne quittent jamais la ville, et ainsi ils économisent le temps de trajet, d'approche dans les bouchons et toutes les externalités négatives, que ce soit sur la qualité de l'air ou les embouteillages qui vont avec. Donc en gros, c'est un entrepôt qui sert à recevoir des marchandises pour les redispatcher dans la ville à une échelle locale. Et ce bâtiment, on l'a doté d'une capacité à expliciter ce qu'est la logistique urbaine, à la rendre perceptible aux yeux des habitants à travers une vitrine que l'on a ouverte sur l'espace public pour que tout à chacun puisse se figurer le fonctionnement à l'intérieur du bâtiment. Et on a mis en scène les véhicules pour donner un visage à cette logistique urbaine qui était qui n'a pas de visage en ville à l'heure actuelle, et souvent conçue comme une fonction magique. On pense à l'allégorie de la fée électricité. Non, il n'y a pas de fée électricité, il n'y a pas non plus de fée livraison. C'est pas en claquant des doigts que ton colis arrive chez toi devant ta porte. Il faut des bâtiments, des gens, des travailleurs qui subissent des conditions de travail qu'il faut entretenir, valoriser. Donc ce bâtiment, voilà, c'est un bâtiment qui rend visible la filière, présence en ville, et restitue un peu au débat des citoyens, voilà, votre consommation a une incidence spatiale. Et c'est à la fois un peu tactique, parce que le bâtiment, il utilise le terrain de manière transitoire. Les élus de la ville de Paris ont souhaité préserver l'avenir et pouvoir réaffecter cet espace-là à une autre fonction plus tard, parce qu'aujourd'hui, il est identifié que la logistique urbaine a besoin d'espace pour fonctionner mieux, mais demain, d'autres besoins seront peut-être identifiés. Donc le bâtiment, il préserve l'avenir en étant prévu pour déménager au terme d'une concession d'utilisation du domaine public. C'est à moitié court, ça. Ouais. Tu peux peut-être préciser que c'est un bâtiment qui est tout en métal, complètement démontable, conçu de manière complètement démontable, et qui par son insertion en ville, on a souhaité quand même lui donner une belle qualité architecturale par ses matériaux. Il y a de l'inox, il y a du bois, voilà, pour que aussi tous ces espaces qu'on pense souvent aux entrepôts quand on pense logistique et à des bâtiments assez pauvres architecturalement, voilà, là il y a une volonté de rendre visible en fait ces programmes-là par la qualité du bâtiment. Il y a aussi une volonté dans ce bâtiment de recoudre l'espace public d'un espace qui est assez dur en fait aussi à la base, qui est ce dessous de pont entre Paris et Pantin, et véritablement d'en faire une lanterne urbaine,
puisque ça va être vraiment alimenté presque 24 heures sur 24, et donc de faire en sorte que le bâtiment il offre aussi une qualité à l'espace public, une qualité de rez-de-chaussée qui donne quelque chose à la ville plutôt qu'il n'en prend en termes de qualité. Donc c'est aussi une des intentions d'un bâtiment comme ça, de dire qu'il apporte aussi quelque chose à l'espace public. Ouais, alors un projet de rêve, non, alors un projet. Nous, si on devait rêver à un projet qu'on pourrait faire, c'est vrai que nous, on imaginerait bien, puisque c'est notre dada, la production dans la ville, on imaginerait bien une usine municipale, par exemple, qui serait construite en étage justement et qui permettrait, par exemple en bois, d'accueillir une production locale, des circuits courts, pour en faire vraiment un service public de production à l'échelle d'une ville. Et donc d'imaginer ce que ça serait comme bâtiment, qui viendrait, comment ça se passerait, et quelle nouvelle façade, quelle nouvelle tête ça aurait, de faire une usine en ville qui soit pas celle qu'on a connue avec les cheminées et les toits comme ça, mais vraiment une usine contemporaine qui repose la question de la production, de la consommation, de la distribution en ville. Voilà, ce serait c'est un rêve, mais on pense que c'est quelque chose qui est réalisable. Qui fabriquerait les canaux de survie pour la prochaine crue centenale. Voilà, qui fabriquerait les masques en cas ouais. en cas de pandémie, comme l'ont fait des Fab Labs à Paris, des choses comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui pourrait être possible de fabriquer en ville, sur place, mais aussi quelle traduction architecturale ça peut avoir et quel rôle dans la ville une usine ou un lieu de production peut avoir, sachant que c'est des choses qui ont déjà existé par le passé. Que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit en France, de faire ces usines qui sont verticales, qui sont comme des immeubles collectifs, mais pour des petites entreprises, de la même manière qu'on fait des immeubles collectifs pour que des gens habitent. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut faire des nouvelles usines verticales qui sont comme des grands immeubles. Et évidemment, qu'on peut construire aujourd'hui avec des matériaux biosourcés, géosourcés, avec aussi des critères environnementaux, de la même manière qu'on construit des logements avec des critères environnementaux. Puis c'est aussi, je pense, l'idée que fabriquer de ses mains, c'est un apprentissage citoyen, je pense. Se confronter à la question de fabriquer, concevoir, réparer. C'est vrai qu'on prendre soin, en fait, cette usine municipale, peut-être qu'elle pourrait avoir cette vocation-là, à être une école aussi de ce qu'est le monde matériel qui nous entoure. Nous qui sommes tellement dépendants de choses dont on bénéficie sans les comprendre, c'est un apprentissage. C'est l'éloge du carburateur. Exactement. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais de Crawford. Voilà, qui milite pour cette qualité de l'acte d'apprendre à fabriquer, à comprendre cette technique qui nous entoure, mais qui doit rester low-tech. On n'est pas du tout des profondeurs de la technologie high-tech. C'est un peu aussi l'utopie d'un monde où c'est plus les marchandises qui circulent, mais c'est les plans d'un objet. Les savoir-faire. C'est des savoir-faire, oui. C'est des choses immatérielles qui circulent. Et en fait, au lieu que ta chaussure elle soit fabriquée en Chine, en fait, Adidas il donne sa licence à l'usine municipale et ta chaussure tu l'achètes, mais elle est fabriquée à côté de chez toi. Et ça évite un coût de transport énorme, mis à part la matière première. Et on cite pas les marques. Jeune, engagé et complémentaire. Je pense qu'on a cette caractéristique de fonctionner en cellule où voilà, on est tous en train de se compléter les uns les autres pour arriver à soutenir les hypothèses que l'on a formulées tout à l'heure, un peu en avant dans l'entretien. Ça suppose d'agréger un certain nombre de qualités dont seul un groupe peut être détenteur, à notre avis.
Ouais, on est à la fois complémentaires et en même temps on doit être polyvalent. Mm. C'est-à-dire qu'on est un peu hommes et femmes orchestre, du coup, parce que c'est vrai que c'est nécessaire. Enfin, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes, que ce soit le chantier ou la visite de site ou même la conception en chambre, en atelier, la maquette, le dessin. En fait, on a beaucoup, en principe, d'activités différentes. Et pour moi, c'est un peu l'inverse du bullshit job. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des choses où chaque jour on fait quelque chose d'un peu différent. Parfois, ça veut pas dire que c'est jamais ennuyeux, que c'est jamais difficile, parce qu'on travaille beaucoup. Mais en même temps, c'est des tâches qui sont diversifiées et qui nous élèvent plutôt qu'elles nous abrutissent. Donc ça, c'est important de pouvoir toujours se mettre en position de réfléchir, si possible quand on travaille. Et donc c'est ça aussi qui nous anime dans notre métier au quotidien. Puis on fonctionne de manière assez horizontale. Donc on partage beaucoup, enfin on est une petite équipe, donc l'information elle circule très vite, voire instantanément. Et, Par la pensée. Par l'écoute. Et du coup on partage nos références, les retours d'expérience sur les projets que les autres suivent pas, et l'état d'avancée des réflexions sur les différentes thématiques qu'on traite. Et donc c'est vrai qu'au fil des années, on commence à accumuler une culture d'agence super intéressante et qu'on continue à alimenter. Une des manières déjà d'aborder les projets, c'est déjà de penser en dehors du cadre. C'est-à-dire, en fait, on aime beaucoup réinterroger les commandes qui nous sont faites. Et parfois, résoudre une question, c'est aussi reposer la question. On est en permanence en train de tout remettre en question parce qu'en fait, le projet architectural, c'est tellement de contraintes à mettre en cohérence. En fait, parfois, il suffit de reformuler la question, de reformuler la contrainte pour, au bout de 3-4 essais, arriver à quelque chose qui fonctionne. Par exemple, déclencher un projet par simplement le pas de côté qui fait que si on est en dessous du seuil qui nous oblige à avoir cette contrainte-là, ou si on s'oblige à avoir une des composantes qui nous fait sauter la contrainte, on repositionne le projet dans sa faisabilité alors qu'il était impossible ou entravé d'une manière. Donc en gros, on est toujours en train de détecter les opportunités qui sont périphériques aux questions qu'on nous pose. Et ça, c'est un avantage qu'on a certainement pour les gens qui travaillent avec nous, c'est d'être une véritable force de proposition. Voilà, on est très à l'aise avec des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent nous voir. Ouais, on est assez attentif à la compréhension de leur demande et même ce qu'ils n'ont pas forcément vu, auquel ils n'auraient pas réfléchi, et aller justement réinterroger les programmes et leur faire découvrir ou penser à des programmes auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et bah, assez simplement, je dirais que c'est quand on a réussi à aller aller au bout des ambitions initiales, voire même à les réinterroger, être allé un peu plus loin. Ça, c'est un projet réussi et généralement, ça se sent, ça se voit. Et que ce soit des ambitions environnementales, au niveau des matériaux architecturales, mais aussi des ambitions au niveau de la ville et de l'intégration de son projet et surtout ce qu'on a développé précédemment sur le programme. Puis comme on est un peu animé par le challenge, il y a un cran au-dessus du projet réussi, c'est le projet qui offre un peu quelque chose de nouveau, qui propose quelque chose de nouveau, qui apporte une nouvelle pierre à la réflexion collective. C'est un peu quand on atteint le stade du projet pilote ou du projet démonstrateur, là c'est un peu ce qui nous fait le plus envie. Dans une logique de contribution, quoi. Contribution au savoir-faire collectif du métier, à l'état de l'art, quand on fait avancer l'état de l'art, en fait. Ça,
on s'est intéressé aussi à la recherche par rapport à ça, par rapport à comprendre l'état de l'art et avoir une meilleure capacité que de comprendre ce qu'est progresser et véritablement progresser, véritablement innover, des mots qui sont très galvaudés aujourd'hui peut-être, mais chercher à décloisonner ce qui n'est pas acquis par les professions, par les métiers, quoi. Avancer plus loin, changer le mode de faire. Dire qu'on a commencé à se poser la question de la ville productive à travers la forme d'un think tank, ce qui nous a permis de découvrir des enjeux liés au secteur de la logistique en général et de la logistique urbaine en particulier, puisqu'il s'agissait de repositionner des entrepôts en ville pour accompagner le besoin grandissant du e-commerce. Et on a pris contact avec des acteurs de l'immobilier logistique urbaine qui nous ont fait confiance, nous ont confié une première mission qui était l'étude, comme face au déficit de foncier en ville, on nous a demandé d'étudier, on a accompagné un opérateur qui est la SEM Sogaris dans l'hypothèse d'utiliser des fonciers de manière temporaire pour y installer des entrepôts qui seraient itinérants, seraient capables de se déplacer, des entrepôts de 3000 m², mais déplaçables tous les 5 ans. Et donc on a travaillé ces questions-là sur les aspects économiques, techniques avec eux, et est arrivée l'opportunité d'un appel à projet qui a donné lieu à notre premier bâtiment, le bâtiment P4 sous le tablier du périphérique à la porte de Pantin. Et c'est cette première commande qui était le résultat d'un véritable parcours depuis notre forme de think tank vers une entreprise, puis un partenariat avec un opérateur économique immobilier, puis des études préalables à découvrir comment on pourrait faire différemment un programme qui n'avait jamais été fait avant, et puis un premier prototype qui est ce bâtiment sous le P4, qui est un premier prototype d'entrepôt logistique sur un terrain temporaire au cœur de la ville. Donc c'était aussi la première forme construite de ce type de programme. Donc voilà le cheminement qui nous a permis d'arriver à la première commande. Et ça part aussi d'un constat, on n'avait pas forcément une détermination à vouloir acquérir le statut d'entreprise. La forme de think tank à l'origine, elle avait bien la vocation à articuler une réflexion à l'action, c'est-à-dire on était déterminé à réfléchir un cadre réflexif opératoire, à construire un cadre de réflexion, mais opératoire dans la. Donc on avait quand même nourri ce projet d'être prêt à intervenir en tant qu'architecte. C'est pour ça qu'on avait constitué un groupe de réflexion d'architectes, et puis on nourrissait des réflexions avec des maîtres d'ouvrage, avec d'autres disciplines. Mais c'était pas notre projet à l'origine de monter une entreprise nécessairement. Et ce qui nous a poussé à le faire, c'est l'opportunité de travailler ces sujets-là dans la réalité, ce qu'on n'a pas refusé de faire. Mais on avait la détermination de faire différemment que nos aînés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être relégué à appliquer à un prestataire qui applique les prescriptions d'un cahier des charges et en réalité résout un programme. Résoudre un programme qu'on nous donne et qui a déjà été pré-résolu par un programmiste qui a vérifié que c'était bien possible de faire le projet comme ci, comme ça, donc maintenant tu fais comme ci, comme ça, puis on te laisse libre sur l'expression architecturale, n'est-ce pas ? Voilà, c'est pas très intéressant, et l'architecte il est très précarisé par cette dépendance à toute la chaîne de décision qui a précédé, et puis lui intervient au moment où il faut juste résoudre les derniers aspects, tout a été vérifié par avant. Et nous, on a considéré dès l'origine que ce rôle était précaire et qu'il fallait en plus que ça obérait toute une capacité de conseil, alors qu'on est formé aux enjeux de la ville, de concevoir, de percevoir des enjeux d'équilibre à grande échelle, à l'échelle macroéconomique, à l'échelle politique, à l'échelle sociale, environnementale. On a la capacité de discuter, on s'éprouve, on se force à être sensible à tous ces aspects-là. Et donc on était déterminé dès l'origine de Civil à avoir une pratique qui était résolument différente du mode d'exercice traditionnel de l'architecte, avec hérité des marchés publics où il y avait bien un cahier des charges et puis un concours d'architecture. Nous, on est relativement à l'aise avec l'idée de travailler justement sans cahier des charges,
ou plutôt de définir le cahier des charges par itération avec le projet architectural lui-même, mais en préfigurant déjà ses qualités architecturales essentielles, parce que au moment où on aborde un projet au stade faisabilité, on s'interroge déjà à savoir quelle sera la qualité de cette façade vis-à-vis de sa longueur. Va-t-elle être animée par la possibilité d'y installer des animations du type percevoir l'intérieur du bâtiment, est-ce qu'elle va être épaisse, lisse, considérant les retraits que le règlement d'urbanisme nous permet de faire, ou alors considérant la gestion que va en avoir l'utilisateur du bâtiment. Donc c'est cette espèce de... on réfléchit à la fois le programme et le projet, et on projette les usages. C'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup le mode croquis qui jette comme ça un univers très anticipé de la solution finale, mais on a cette capacité de projection, les architectes, qui est extrêmement utile, qui est centrale quand on travaille des projets contraints en ville, des projets que nous on appelle sur mesure, c'est-à-dire vous êtes chez un tailleur quand vous êtes chez un architecte, on vous fait un costard sur dimension, quoi. Voilà. On peut pas faire autrement, nous on n'envisage que ça. Peut-être plus généralement aussi, on considère que une commande, ça se suscite aussi, ça s'invente d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on identifie que, par exemple, les parkings vides doivent faire l'objet d'une nouvelle programmation, doivent trouver un autre usage, si on identifie que les hypermarchés doivent avoir une seconde vie, si on regarde que les zones d'activité de périphérie doivent pouvoir être densifiées, doivent pouvoir devenir des quartiers d'activité, d'habitation. C'est qu'en fait, on débroussaille, on défriche des sujets qu'on porte, je dirais, un peu à la conscience aussi collective, et on dit, voilà, là, il y a des projets à faire. Et c'est en le disant, et c'est en l'analysant, en le documentant, que aussi les commandes peuvent venir, et qu'elles peuvent venir ou qu'elles peuvent être suscitées. Parce que des maîtres d'ouvrage pensent que c'est intéressant de le faire au regard des investigations qu'on a pu faire. Donc en fait, nous, on pense qu'on peut susciter la commande, et c'est vraiment un de nos points clés qu'on essaye de porter, et un des points clés de notre démarche. On semble avoir ça avec... Ouais, on a un parrain, on a eu un premier amour, quoi, mais qui n'a pas duré. Non, je rigole, mais... c'est trop frais, je ne peux pas. Non, on coupera. Vous couperez, hein, comme dirait la Bajon. On est dans un truc où, non, mais globalement, en fait, un maître d'ouvrage, c'est effectivement, la relation maître d'œuvre, donc l'architecte, et maître d'ouvrage, donc le client, le commanditaire. Pour moi, c'est pas une relation exclusive, au sens où c'est pas un couple, quoi. C'est plutôt, on imagine déjà, c'est le projet qui est au centre, hein, qui est vraiment au centre, et donc au-delà de ça, c'est aussi, il y a d'autres acteurs. Pour moi, il y a aussi les autorités, notamment la ville, qui justement doit se jouer un rôle, en particulier un rôle de régulateur, si ce n'est de contre-pouvoir, et donc à ce titre-là, le maître d'ouvrage aussi doit prendre ses responsabilités, de la même manière qu'on parle de la responsabilité des constructeurs et des architectes en tant que constructeur du cadre de vie. Le maître d'ouvrage, à mon sens, doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des questions écologiques, vis-à-vis des questions de programmation, de qualité architecturale aussi. Et donc effectivement, un maître d'ouvrage, la relation qu'on peut avoir avec lui, c'est avant tout un partenariat. Et je dirais que le meilleur projet qu'on puisse faire, c'est évidemment, il faut qu'il y ait le meilleur maître d'ouvrage. Sans ça, même si on a le meilleur architecte, on ne pourra pas faire le meilleur projet. Et donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup que alors Sullivan, qui était le parrain aussi de Frank Lloyd Wright, cet architecte du XXe siècle, il disait que la forme suit la fonction. Mais moi je crois qu'aujourd'hui aussi beaucoup, c'est le partenariat qui fait le projet. C'est-à-dire, je dirais, on a d'abord envie de faire un bon partenariat
avec son maître d'ouvrage, mais aussi avec les autres acteurs du projet. Donc ça, c'est important que je dirais qu'un bon projet, pour pouvoir naître dans des bonnes conditions, il doit avoir des bonnes fées autour de lui, mais surtout, il doit naître d'un partenariat avec des acteurs qui sont convaincus que d'apporter leur pierre, que ce soit un engagement écologique, que ce soit un engagement politique, sur une programmation, sur une qualité architecturale. Et donc ça, c'est important de mettre autour de la table des acteurs qui sont convaincus et qui prennent leurs responsabilités sur un projet qu'ils engagent. Parce qu'évidemment, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est du travail et aussi c'est un engagement, c'est un plaisir et c'est aussi voilà, c'est une responsabilité tout simplement vis-à-vis du monde actuel, mais aussi vis-à-vis des générations futures. Et peut-être c'est d'autant plus vrai dans un contexte où il y a l'émergence de nouveaux modes de consultation qui sont plus libres et dans lequel on constate tous qu'il est demandé de donner de meilleures garanties que le projet sera réalisé et conforme aux ambitions initiales. Et ça pousse à agréger, y compris non plus simplement, comme le disait Damien, les entités qui sont le concepteur et le propriétaire du bâtiment, mais aussi les utilisateurs et puis effectivement les contre-pouvoirs, enfin, ou plutôt le cadre de la collectivité. Et avec au centre le projet, mais évidemment la relation maître d'ouvrage, maître d'œuvre un peu exclusive qui pouvait exister quand il y a dans le marché privé faites-moi ma maison, monsieur l'architecte, ou alors dans le marché public, je suis le maître d'ouvrage, vous avez gagné mon concours, maintenant vous êtes mon architecte. Eh bien, ça a un peu explosé au profit d'une relation qui est plus déterminée par la qualité de cette agrégation, cette équipe qui va aboutir à un projet qui atteindra ses objectifs initiaux ou non, suivant que la cohésion tient bon. Et dans ce rôle-là, l'architecte il doit avoir un rôle central parce que l'assemblage est de plus en plus complexe quoi, entre les intérêts des uns des autres. Puis quel que soit le maître d'ouvrage, ce qui est important, c'est pour l'architecte, c'est d'être à l'écoute et de comprendre les besoins de son client. Parce que quand on comprend et qu'on accompagne le maître d'ouvrage dans ses objectifs, qu'il le sait et qu'il est en confiance, il est plus à même aussi de sortir des solutions toutes faites dont il a l'habitude. Ça permet à l'architecte aussi de proposer des choses nouvelles, parce que le client est plus en confiance et de faire, d'aller au bout des ambitions architecturales, parce que parfois la solution toute faite, elle ne marche pas du tout dans le contexte du projet. Et oui, la compréhension, c'est essentiel. Et puis même pour l'ambiance après au sein de l'équipe, créer une forme de complicité avec le maître d'ouvrage, mais aussi tous les acteurs dont on a parlé, ça va permettre de mieux avancer tous ensemble. Et voilà, et pour nous, c'est aussi essentiel, quoi. On est vraiment au service des clients et à la fois on est garant au titre de notre profession réglementée, l'architecture, hein, on est quand même une profession protégée par la loi au même titre qu'un médecin, enfin, parce qu'on a une obligation devant la collectivité d'être garant de la qualité du cadre de vie. Donc c'est intéressant, on est projeté dans un rôle où on doit prendre soin des intérêts du client, être dans la complicité de faire le projet ensemble et à la fois être un peu les modérateurs de ce qui est l'intérêt commun partagé par la collectivité, la préservation du cadre de vie. Et c'est très difficile d'être à parfois on est un peu dans la schizophrénie d'accompagner notre client dans nous là où on se sent à l'aise, c'est finalement dans l'attitude d'accompagner le client à faire le mieux possible par rapport à ses capacités. Parce qu'en réalité, on est tous contraints par des modes de production, des capacités, mais être capable d'accompagner le client à aller le plus loin possible par rapport à ses marges de manœuvre, à son mode de fonctionnement pour aller satisfaire aux besoins de la collectivité. Parce qu'en fait, un maître d'ouvrage, quand Damien disait qu'il doit prendre ses responsabilités, un maître d'ouvrage est responsable. Évidemment, un maître d'ouvrage,
c'est central d'être maître d'ouvrage. Nous, on est architecte, on a notre responsabilité, notre éthique, notre manière de travailler, mais c'est vrai que la qualité de la question posée détermine aussi, ou la capacité de la moduler, cette question, et de la transformer en un projet. C'est déterminant par rapport à la qualité du projet, de la démarche et du projet à la fin. Je veux dire, si on autorise l'architecte à réinterroger un peu les choses, et si on est ouvert à la discussion, il est assez évident que, ou plutôt nous on le défend, la qualité du projet sera meilleure. Donc dans ce sens-là, la relation maître d'ouvrage et maître d'œuvre, elle est en fait encore cruciale. Parce que pour nous, l'architecte, il doit quand même rester au centre de ce qu'est le projet. Merci. Ça, c'est un peu... Conclusion. Voilà, ce sera le mot de la fin. Projet. Projet, architecte, centre. On va voir combien de fois on l'a dit dans la... Bon, moi je suis... T'es déjà à la bourre?